très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'entretien d'Hérémie. Notre invité aujourd'hui, donc notre premier invité de la saison, c'est Hassan Labbat. De lui, on aura dit beaucoup de choses, mais c'est sa vérité, son analyse que nous allons chercher de voir aujourd'hui avec lui. Bonjour Hassan Labbat. Bonjour Seydou. Alors, de votre propre dire, vous avez quitté la campagne de Biram Da'abed pour celle de Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Comment expliquez-vous ce retournement de veste? On va encore y revenir, ça a été expliqué et réexpliqué. Nos spectateurs auront besoin d'entendre ça de votre propre bouche. Il n'y a aucun problème, en fait, c'est une histoire vraie qui est connue de tout le monde. Je faisais partie de la campagne de communication du candidat Biram Da'abed et je n'étais pas seul, il y avait d'autres personnes, des Mauritaniens et des non-Mauritaniens. Et ensuite, au milieu des préparatifs, c'était au courant du mois de février dernier. J'ai été contacté par des personnes qui ont fait le lien entre moi et Mohamed Al-Ghazouani. Mohamed Al-Ghazouani m'a appelé pour me demander de rejoindre sa campagne et c'est ce que j'ai fait. Avant, je m'en suis expliqué avec Biram Da'abed. C'est un ami très proche, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pas plus tard qu'hier, je l'ai eu au téléphone. Il est en Belgique et on a prévu de se revoir très prochainement. Mais surtout, idéologiquement, vous avez expliqué comment ça s'est passé, mais surtout, pourquoi? Je vais vous le dire, parce que je m'en suis expliqué avec Biram Da'abed. Je lui ai dit que, selon moi, nous, on a un certain nombre d'idées. Et selon moi, lui, son tour n'est pas encore venu. Pour moi, Biram Da'abed n'est pas encore en situation. Il aurait peut-être été en situation d'obliger Mohamed Al-Ghazouani à entrer en ballottage au deuxième tour, mais il est loin de pouvoir avoir les moyens matériels et surtout les moyens de masse pour pouvoir l'emporter. Peut-être que ça arrivera dans 5 ans. Je suis personnellement persuadé que ça arrivera dans 10 ans. Ok, donc vous avez fait partie de la diaspora mauritanienne en France, au sein de laquelle vous avez milité pendant longtemps. Que pensez-vous aujourd'hui de la diaspora et de ce qu'elle fait? Alors, la diaspora est un peu perdue. Alors, il y a une responsabilité. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je suis perdu. Toi, tu es complètement perdu. Okay, explique-moi en quoi je suis perdu. Je vais te le dire. Ouais. Il y a une part de responsabilité qui revient au pouvoir mauritanien et une part qui revient à la diaspora elle-même. Alors, on va commencer par la part du gouvernement mauritanien. Ouais. Il n'est pas normal qu'un Mauritanien, quand il arrive chez lui dans l'aéroport de son pays, soit obligé de prendre un visa, tout simplement parce qu'à un moment ou à un autre de sa vie, il a accédé à une autre nationalité. Une nouvelle nationalité pour un Mauritanien, c'est censé être une richesse pour la Mauritanie parce que cette personne devient un ambassadeur pour son pays, il devient une source de financement, il devient une source d'information. Bref, c'est en plus. Ça, c'est la part du gouvernement mauritanien. Donc, il doit faciliter aux Mauritaniens de la diaspora l'accès à la nationalité mauritanienne où ils ont été déchus. Ouais. Ils doivent leur accéder l'accès aux papiers d'identité, au recensement. Les ambassades doivent être un lieu d'ouverture pour les Mauritaniens. Au lieu de ça, on a à chaque fois un gardien qui dit « Qu'est-ce que tu viens faire ?» Mais je suis Mauritanien, je suis dans mon ambassade. Ça, c'est la part du gouvernement mauritanien. La part de la diaspora est la suivante. La diaspora est systématiquement là, à quelques rares exceptions près, pour dénigrer tout ce qui s'est fait. Dénigrer ou critiquer? Dénigrer. La personne, elle rentre chez elle, sous prétexte que Netflix n'a pas mis en ligne la dernière saison de la série que tu préfères, ou sous prétexte que le match du Barça a été reporté, tu te mets sur Facebook et tu te mets à taper sur ton pays. Non, c'est pas ça. Souvent, quand même, la diaspora, ce qu'elle va réclamer, c'est plutôt qu'il n'y a pas assez de transport en commun, il n'y a pas assez de plutôt. Je ne pense pas que la diaspora se plaigne de Netflix et que des choses qui pourraient paraître futiles. C'était un exemple. Je n'ai pas dit qu'elle se plaint de Netflix. J'ai dit que quand la personne rentre chez elle et qu'elle n'a aucune autre occupation, eh ben, elle revient à son sport favori, c'est-à-dire taper sur le gouvernement mauritanien, dire que la Mauritanie est un État raciste, dire que la Mauritanie est un État esclavagiste. Il y a du racisme en Mauritanie, il y a de l'esclavage en Mauritanie. Il y a même des gens qui vendent de la drogue en Mauritanie. Est-ce que ça fait de nous un État comme la Colombie, par exemple? Non. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement mauritanien, c'est si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui dit « J'ai trouvé quelqu'un qui pratique l'esclavage », est-ce qu'on les met en prison ou pas? Oui. Donc ça fait qu'il y a de l'esclavage en Mauritanie, mais que le gouvernement mauritanien n'est pas esclavagiste. La même chose s'applique au racisme. Est-ce que le gouvernement mauritanien est un État raciste, comme l'apartheid, par exemple, avant Votre réponse, vrai? Pour moi, l'État mauritanien n'est pas un État raciste, mais oui, il existe du racisme en Mauritanie. Alors, si à chaque fois on dit Mauritanie raciste, Mauritanie État esclavagiste, les choses ne vont pas avancer. Et récemment, on a évoqué le cas de recrutement justement de 42 élèves dans l'armée. Il y avait
eu qu'une seule communauté, à savoir la communauté Bédane. Vous nous dites que l'État mauritanien n'est pas raciste. Comment l'expliquer et pourquoi l'armée n'a pas communiqué dessus? En fait, c'était une erreur de communication de mon point de vue. En fait, ils étaient 47. Ce n'est qu'une erreur de communication. Ce n'est pas qu'une erreur de communication. Mais moi, quand j'ai contacté les personnes qui s'occupent de la communication de l'armée, ils m'ont sorti aussi d'autres concours. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a eu un autre concours où il y avait 12 shortlistés qui appartenaient tous à une seule communauté et pas un seul Bédane. Et il y en a eu 2 qui ont réussi le concours et ils sont actuellement ici en France en train de poursuivre leurs études. Si on commence à ressortir ça n'en finit pas. Et ce n'est pas l'objectif. Effectivement, il y a eu un concours et il y a eu 47 officiers qui appartiennent à une seule communauté. Pourquoi? En quoi c'est grave, en quoi ça ne l'est pas? C'est très grave. Oui. C'est à nous de susciter des vocations au sein de toutes les communautés mauritaniennes afin que l'armée mauritanienne soit représentative de toutes les couches des sociétés mauritaniennes. C'est à l'armée aussi, lorsqu'il voit qu'on est dans une situation très tendue et que tous les candidats appartiennent à une seule communauté, de refaire peut-être le concours. Au lieu de ça, ils ont suivi aveuglément la loi. Peut-être que la prochaine fois, ils vont changer d'avis parce que notre richesse doit être reflétée dans toutes les strates de la société mauritanienne parce qu'encore une fois, notre richesse, notre diversité, c'est notre vraie richesse. Alors, notre diversité, c'est notre vraie recherche. On va continuer. Ma prochaine question est que, Hassan Labat, vous avez fait partie du staff de Mohamed El-Ghazouani. Vous avez été l'une des premières personnes à annoncer sa victoire quasiment à 13h le jour du scrutin. Les votes n'étaient pas encore clos. Il y a eu des protestations, des membres de la CVE. Un des membres de la CVE a été amputé d'une main. Est-ce que vous dormez tranquillement? Est-ce que vous en assumez une petite part de responsabilité? Si votre question est de me demander si c'est moi qui ai amputé la main du responsable de la Je ne CVE, pense pas, oui. La question est non. Moi, j'ai fait la promotion de mon candidat tout au long, parce que moi, quand je m'engage à 100%. Je me suis engagé avec le candidat Mohamed El-Ghazouani. On a eu tous les staffs de communication, on a eu des consignes fermes de ne pas dénigrer personne, de ne pas dénigrer les autres candidats, mais de faire la promotion de notre candidat et de notre programme électoral. C'est ce que j'ai fait. Le jour du vote, j'ai vu les tendances, et je les ai relayées. Je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre sur aucun autre candidat pendant toute la campagne. J'ai dit que je voyais que les tendances, pour moi, ils sont irréversibles. J'ai juste fait la promotion de mon candidat. En même temps, il y avait des gens de la CVE qui disaient, nous, on va être au premier tour. Il y avait même des gens du staff de Sidi Mohamed Bakar qui disent, nous, on sera au deuxième tour. Ils sont arrivés troisième. Moi, j'ai dit que selon les tendances que moi je possède, mon candidat sera le gagnant au premier tour. Excusez-moi si je suis plus crédible que concernant ce garçon-là dont la main a été amputée. Effectivement, c'est malheureux. Il y a eu la police, elle a investi la case qui était le siège de campagne du candidat de la CVE. Ils ont jeté des grenades. Ce pauvre garçon a pris une grenade. Il a essayé de la jeter sur la police. Elle a explosé dans ses mains. Quand Hamidou Baba a vu Mohamed Abdelaziz, il lui a demandé si l'État peut prendre en charge les soins de ce malheureux garçon. Et c'est ce qui a été fait. Et je le regrette. Alors, je ne regrette pas que Mohamed Abdelaziz a pris les soins en charge. Je regrette surtout que sa main a été amputée. Oui. Mohamed Abdelaziz, vous l'évoquez. En quoi Mohamed Cheikh El-Ghazouani diffère de Mohamed Abdelaziz, vu qu'il a pris les rênes du pouvoir, ça va bientôt faire 3 mois? Ça va bientôt faire 3 mois. Pour moi, Mohamed El-Ghazouani a posé les jalons d'une méthode de gouvernance qui n'a rien à voir avec la méthode de Abdelaziz. C'est une méthode qui est marquée par l'apaisement de la scène politique. Il a reçu tout le monde. Toutes les personnes qui ont été reçues en sont sorties satisfaites, y compris Bramulda Oulabeid, y compris le président du parti Tawassoul. Je ne suis pas sûr que Khan Hamidou Baba l'a encore vu, mais c'est sans doute une histoire de calendrier. Mohamed Abdelaziz a marqué les 2 quinquennats par une méthode de gestion de la chose politique qui est marquée par l'affrontement, par le bras de fer et par la méthode du plus fort. Mohamed El-Ghazouani, c'est totalement différent. Mohamed El-Ghazouani, c'est totalement différent. 22 anciens ministres et députés ont lancé une tribune récemment pour appeler à créer une aile ou un parti politique pour Mohamed El-Ghazouani. Est-ce le premier acte d'un clash que vous prédisez depuis longtemps? Ça n'a rien à voir avec ce que je prédisais. Ça, c'est les soubresauts des mêmes personnes qui étaient derrière Mohamed Abdelaziz et qui souhaitaient qu'il y ait un 3e mandat. Et comme cette chose a échoué, maintenant ils essayent de s'arrimer à la locomotive Mohamed El-Ghazouani. Mais pour moi, tant que le président de la République ne cautionne pas cela, ça ne m'engage pas. Alors, on attendait Mohamed El-Ghazouani potentiellement au Guédé Mara qui a vécu des épisodes terribles d'inondation. Certains prédisaient qu'il y serait pour la rentrée des classes. Ce n'est pas arrivé. Pourquoi n'a-t-il toujours pas été dans le Guédé Mara et surtout pas s'exprimer publiquement, en tout cas pour le Guédé Mara? Je le regrette. Je pense que c'était le moment au moins de s'exprimer. Il y a eu le ministre de l'Intérieur qui est parti à la tête d'une forte délégation pour voir
l'état des inondations et surtout pour venir au secours des populations. Je pense que c'était le moment pour le président de la République de poser un geste fort. Il ne l'a pas fait, je le regrette beaucoup. Ah ouais. Mohamed El Ghazouani, depuis qu'il est élu, ne s'est jamais exprimé dans une autre langue que l'arabe. Les autres Mauritaniens qui ne sont pas locuteurs de cette langue, que doivent-ils penser? Les autres Mauritaniens qui ne sont pas locuteurs de cette langue doivent se rassembler et ils doivent investir l'Assemblée nationale afin de changer la loi. Le problème est que malheureusement, pour le moment, malheureusement pour les gens qui ne parlent pas la langue arabe, pour le moment, la langue officielle de la Mauritanie, c'est l'arabe et lui, il s'exprime selon la langue que la constitution mauritanienne lui impose. Hassan Labat, êtes-vous laïque? Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je vais vous dire comment moi, j'aborde la chose religieuse. Moi, je suis musulman. Je fais le ramadan, je fais la prière. Mais vous, ce que vous faites, franchement, je m'en fous totalement. Donc, ce que font les autres personnes de la religion, je m'en fous totalement. Si la laïcité, c'est la séparation de la mosquée et de l'État, est-ce que c'est vraiment la priorité de la Mauritanie? Notre priorité, c'est des ponts, c'est des barrages, c'est des écoles. Je vais vous dire quelque chose. Je trouve que, franchement, à Nouakchott, une ville que je commence à connaître parce que j'y habite depuis maintenant 1 an et demi, il y a un peu trop de mosquées. Dire ça fait de moi un laïc, je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de mosquées. Et souvent, moi qui y vais très souvent, elles ne sont pas pleines. Il y a peu de monde. Elles sont, c'est vrai, très bien entretenues. Mais quand je vois l'état des mosquées, que je vois l'état de l'hôpital, je me dis, est-ce qu'on n'a pas mis un peu trop de moyens dans les mosquées au détriment des hôpitaux et des écoles? Alors, maître des moyens, Mohamed El Ghazouani, il est élu, on a dit, depuis bientôt 3 mois. Nouadhibou a connu des délestages. Aujourd'hui, c'est le tour de Nouakchott qui en connaît beaucoup. Que doit-on retenir des premiers quinquennats, des premiers mois du quinquennat de Mohamed El Ghazouani? Est-ce justement cela ou est-ce que vous nous proposez autre chose? Alors, le problème en Mauritanie, c'est que tout le monde, ouais. Nous sommes les champions du monde du lancer de la patate chaude. Quand vous venez voir la Sommel et que vous leur dites qu'il y a des coupures, ils vous disent « Ah non, c'est la faute de Manantali ». Quand vous venez voir la zone franche, ils vous disent « Non, 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 c'est la région ». Mohamed El Ghazouani, c'est la seule personne où, quand il y a une coupure d'électricité, il ne peut pas dire « C'est pas de ma faute ». Alors, effectivement, la Somelec, c'est l'une des sociétés qui ont en Mauritanie la plus mauvaise image, des coupures d'électricité, aucune explication, aucun dédommagement, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part. Moi, personnellement, je trouve qu'il est venu... Mais je sais qu'il y a une restructuration de la Sommelier qui vont séparer la production du côté commercial. Est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas. Il faut vraiment une restructuration de fond en comble. Et surtout, il faut qu'ils voient le côté communication parce qu'ils ont vraiment une très très mauvaise image. Je vous rappelle que c'est l'unique exemple de mauvaise gestion qui a été donné par le Premier ministre lors de sa réponse aux députés. Il a fait son discours de politique générale. Tous les députés ont parlé. Et ensuite, lui, il est revenu, c'était aux alentours de 23h, 23h30. L'unique exemple de mauvaise gestion, l'unique exemple de mauvaise appréciation par le public d'une société de services publics qu'il a donné, c'est la Somelec. Alors, Mohamed Hassan Labat, quel acte, quelle loi Mohamed El Ghazouani doit-il défaire pour justement faire une rupture, en tout cas faire les corrections dont il a promis pour son mandat? Moi, je pense qu'il doit donner des actes forts concernant la bonne gestion de la chose publique et surtout concernant l'égalité entre les citoyens. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a eu un concours où une jeune femme qui ne s'est même pas présentée à l'écrit se retrouve cooptée à l'oral et donc il a réussi le concours. Il y a eu des explications qui sont alambiquées. Moi, je trouve que ça dénote d'un État qui ne met pas tous ses citoyens sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est mauvais. Il faut que les responsables de ces actes soient punis. On ne peut pas à chaque fois tourner la page et dire finalement il ne s'est rien passé. Dénoncer cela, est-ce être perdu? C'est un premier pas. Non, je dis dénoncer les personnes qui dénoncent ces actes visiblement d'injustice. Est-ce être perdu? Je pense personnellement que la diaspora, souvent, c'est ce qu'elle dénonce. Il n'y a pas que la diaspora. La preuve concernant cet incident en particulier, la sonnette d'alarme n'a pas été tirée par quelqu'un de la diaspora. Mais peu importe, encore une fois, la diaspora, la diaspora, c'est des Mauritaniens. Oui. C'est des Mauritaniens. Moi, je ne tire pas à boulet rouge sur la diaspora. J'en ai fait partie. J'ai dit juste que à un moment donné, il faut aussi faire des propositions. On ne peut pas être tout le temps dans le négatif. Il faut proposer et la diaspora, on ne peut pas dire, elle ne peut pas tout le temps être là pour montrer la moitié vide du verre. Alors, diaspora ou Mauritanien qui se trouve en Mauritanie ou ailleurs, c'était la parole de Hassan Labat. Mettre des choses positives, c'est encore toujours mieux. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de l'Entretien des Rémi.